Arc-en-ciel se lève, épisode 104 du 17 février 2025. Au sommaire aujourd'hui, avec les menaces politiques et économiques qui planent sur le Canada, les enjeux queer risquent-ils de passer sous le radar dans la course à la direction du Parti libéral fédéral pour succéder à Justin Trudeau? Comment résister à la mouvance anti-inclusion engendrée par Donald Trump qui fait vaciller en même temps des entreprises même ici au Canada? Haine anti-queer en Afrique, le rôle des églises évangéliques états-uniennes. La purge LGBT, la honte du Canada, une nouvelle série de balados sur cette période sombre de notre histoire. Et les virus saisonniers affectent particulièrement les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Et enfin, on va oser l'amour lesbien, défi et délices, un livre qui met en lumière l'amour entre femmes trop souvent invisibilisé. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre. C'est le temps de mettre fin à la taxe de l'inflation de Justin Trudeau. Les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et trop proches des ultra-riches pour se battre pour les gens. Donc c'est le même Parti libéral du Canada, avec le même bilan qui est celui du Parti libéral du Canada. Politique fédérale et diversité avec Alexandre Duval. Bien oui, on commence une toute nouvelle chronique aujourd'hui avec Alexandre Duval. Dans 3 semaines, on aura au pays un tout nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre parce que le Parti libéral est actuellement en pleine course au leadership pour choisir celui ou celle qui remplacera Justin Trudeau. Mais dans le contexte actuel, avec toutes les menaces qu'on a entendues, politiques et économiques qui planent sur le Canada, bien, les enjeux queer risquent-ils de passer sous le radar? Bien, justement, on reçoit Alexandre Duval, qui est enseignant en sciences politiques au Cégep Garneau à Québec. Allô, Alexandre? Ah, là, on t'entend pas. On a un petit problème de son. On va... Oui? On a un petit problème de son? Est-ce que tu m'entends, Denis Martin? On est là. OK, ça fonctionne. Ça a dégelé. C'est comme le temps qu'il fait ce soir. Bon, on recommence. Alors, justement, bonjour à toi, Alexandre. Content de t'avoir ici à l'émission. On a l'impression que les enjeux LGBTQ+, sont un peu invisibles à l'heure actuelle dans la campagne libérale. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Oui, c'est vraiment bel et bien le cas, Denis Martin. Puis j'ai pas vu dans les dernières semaines les principaux candidats, que ce soit Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gold, prendre position sur ces enjeux-là. Puis je vais même aller plus loin. Je les ai pas entendus vraiment parler d'autre chose que d'économie, ou très, très peu. Puis pour comprendre ça, il faut prendre un petit pas de recul puis examiner le contexte dans lequel la course à la direction se tient à l'heure actuelle. Première des choses, il y a l'échéancier. C'est une course qui a été déclenchée en janvier, tout juste après l'annonce de la démission de Justin Trudeau. Alors, tout ça est extrêmement précipité, de telle sorte que le souci des candidats à l'heure actuelle, c'est pas d'élaborer une vision très, très large de ce que sera le Canada si il ou elle deviennent premier ministre, première ministre. Le premier souci, là, c'était d'abord et avant tout d'aller récolter de l'argent pour pouvoir être officiellement candidat, candidate dans cette course-là. Ensuite, de faire signer des cartes de membres pour aller chercher, aller créer un soutien en vue du vote qui va avoir lieu le 9 mars. Puis là, maintenant, la priorité, c'est de solidifier ce soutien-là. Puis ça va passer, entre autres, par les 2 débats qui vont avoir lieu à Montréal dans une semaine, à peu près une dizaine de jours. Petite parenthèse ici, Denis Martin, je suis remonté dans le temps. Je suis allé voir la dernière course à la direction du Parti libéral du Canada, à quel point les enjeux LGBTQ+, avait été un enjeu ou pas, puis on se rend compte que ce n'était pas un enjeu, même en 2013 avec Justin Trudeau. Dans son discours de victoire en 2013, Justin Trudeau en avait carrément même pas parlé de ces enjeux-là. Puis je vais aller encore plus loin. 2015, pendant la campagne électorale contre les conservateurs de Stephen Harper, la plateforme électorale du Parti libéral mentionnait même pas les questions LGBTQ+. On parlait au mieux de diversité. Donc, diversité, ça peut être très, très large, ça peut être bien plus que les enjeux de diversité sexuelle et de genre. Donc, ce qu'on vit actuellement, cette impression-là que les enjeux queer sont un petit peu invisibles dans la course libérale, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est un peu business as usual. Et là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin.
On est dans un contexte international extrêmement tendu. On fait face, le Canada, à des menaces qui sont réelles, des menaces économiques avec les questions des tarifs que le président américain veut imposer, des menaces géopolitiques avec les allusions au fait que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Alors, ça vient mettre une pression encore plus grande sur les épaules des candidats, candidates à la direction du Parti libéral de faire campagne presque exclusivement là-dessus, la défense des intérêts canadiens et même la défense de la souveraineté du Canada. Je suis allé voir sur les sites web officiels de Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould, puis honnêtement, c'est pas mal juste ça, les engagements officiels jusqu'à maintenant. Étonnamment, peut-être, là, c'est Karina Gould qui a publié le plus de prises de position et c'est elle qui se permet de sortir un peu des enjeux économiques purs et durs. Elle parle entre autres quoi, de rendre le filet social canadien plus efficace. Elle a même publié une déclaration pour l'anniversaire de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec pour annoncer son intention de renforcer le contrôle par rapport au trafic d'armes à feu à la frontière. Donc, c'est celle qui se permet le plus de parler d'enjeux sociaux, même si c'est encore très peu pour le moment. Bon, c'est sûr qu'on va quand même se le dire, là, dans les sondages d'opinion, c'est pas celle-là qui est la première non plus. Non, Alors, c'est ça. ça peut lui permettre d'avoir ce genre de propos. Cela dit, qu'est-ce qu'on connaît du positionnement des principaux candidats dans cette course par rapport justement aux enjeux queer? Ben, Denis Martin, pas grand-chose pour être bien franc. J'ai posé la question aux équipes de campagne là, des candidats principaux. Madame Freeland, la réponse que j'ai reçue, ça va à peu près comme suit. On me dit, Madame Freeland, c'est une alliée. Elle l'a démontré comme ministre dans le gouvernement Trudeau. C'est sur ce bilan-là qu'elle va s'appuyer pour défendre les droits de tous les Canadiens. C'est un peu laconique comme déclaration, mais on peut quand même se rabattre sur ce qui a été dit dans le passé par Mme Freeland pour avoir une meilleure idée de l'enseigne à laquelle elle loge. Par exemple, il y a 1 an et demi, vous allez vous rappeler, le gouvernement canadien avait servi une mise en garde par rapport aux voyageurs canadiens LGBTQ qui voulaient aller aux États-Unis. C'est un avertissement là, qui faisait état de risque de voyager aux États-Unis, par exemple, de faire des démonstrations d'affection en public, s'embrasser, se tenir la main. On disait que le contexte n'était peut-être pas favorable à ça. Ben, Mme Freeland, elle avait été questionnée là-dessus. Puis elle avait réitéré l'importance, oui, d'entretenir de bonnes relations avec les États-Unis, mais elle avait été très claire sur le fait que la priorité de tout gouvernement canadien, ce devait être la sécurité des Canadiens et des différents groupes qui cohabitent au Canada. Donc, si on lit entre les lignes, ce qu'elle nous disait, c'est que la dignité puis la sécurité des minorités sexuelles et de genre, c'est quelque chose qu'elle prenait au sérieux comme ministre. En 2018, comme ministre des Affaires étrangères, Mme Freeland, elle avait participé à la conférence de la Coalition pour les droits égaux. Et à la fin de la conférence, elle avait conclu en promettant de continuer à défendre et à promouvoir les droits des minorités sexuelles partout dans le monde. Donc, je pense qu'on peut dire que Mme Freeland, elle semble être une alliée. Pas mal la même chose pour Karina Gould, je vous dirais. Sa feuille de route nous démontre qu'elle est sensible aux enjeux sociaux de manière générale. Puis récemment, dans une vidéo de campagne, elle disait entre autres qu'elle voulait tenir tête au chef conservateur, Pierre Poilievre, puis aux politiques de Pierre Poilievre qui sont en contradiction, selon elle, avec les valeurs canadiennes. Alors, ça nous donne une petite idée. Et d'ailleurs, son équipe de campagne reconnaît dans le message qui m'a été envoyé qu'il y a une hausse des discours anti-LGBTQ dans le monde, une hausse des politiques anti-LGBTQ, et puis la volonté de Mme Gould, c'est de renforcer les droits des minorités sexuelles et de genre. Denis Martin, c'est pour Mark Carney que c'est plus complexe, Ah oui? que c'est difficile de savoir à quel endroit il loge parce que de un, son équipe n'a pas répondu à mes questions. Et de deux, ben parce qu'avec ses anciens emplois à la tête de la Banque du Canada puis de la Banque d'Angleterre, il n'y a pas vraiment eu à prendre position sur ces enjeux-là, on s'entend. Donc, il n'y a pas grand-chose qui existe à son sujet là-dessus, mais en fouillant sur le web, je suis tombé sur une citation intéressante qui date de 2018, quand il recevait un doctorat honoris causa de l'Université de Toronto. M. Carney parlait aux étudiants de l'université de l'importance du leadership et il disait la chose suivante. Dans un monde qui est en proie aux divisions, il faut se rassembler, il faut choisir de qui on s'entoure, tout en se rappelant que la diversité, c'est une réalité, mais que l'inclusion est un choix. OK? Donc, cette citation-là nous indique que Mark Carney est probablement un allié aussi,
Puis je pense que le dénominateur commun, là, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a personne dans cette course-là qui est hostile ou insensible à la communauté LGBTQ+, là, du moins de ce qu'on a été capable de retracer. Bon, on peut peut-être aussi se fier à l'entrevue qu'il a donnée à la CBC, à Rosemary Barton, et puis à l'autre, à Patrice Roy, dans lequel il disait qu'il est plus au centre au niveau économique, mais au niveau social, il s'associe à Justin Trudeau et ses positions. Bon, voilà. Donc, ça nous donne aussi effectivement une bonne idée plus à gauche. Ben, écoute, Alexandre, c'était vraiment intéressant. On va se reparler autour du 10 ou du 17 mars à l'occasion donc, du choix du prochain chef ou la prochaine chef libérale. Avec grand plaisir. Salut, bonne émission. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Bon, ça arrive dans toutes les meilleures familles. J'ai un petit chat dans la gorge, mais pour la stratège en marketing et en communication, Ania Voussolette, l'EDI n'est pas le début du chemin. Elle dit que c'est l'affaire de tout le monde et que personne n'est exclu, y compris le mâle blanc caucasien en situation de pouvoir. J'aime beaucoup la façon qu'elle a approché ça. Or, dans le contexte de nos jours, qui est beaucoup plus difficile, bien plus difficile que jamais, avec la remise en question des politiques d'inclusion par Donald Trump au sud de la frontière, puis ça monte jusqu'ici, ben, on peut se poser des questions. Où est-ce qu'on s'en va? Ania, ben, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir. Ben, on est très heureux de t'accueillir. Quel pronom et quel accord tu utilises, Ania? Féminin? Féminin, oui, oui. Alors, je vais citer, tu affirmes que l'EDI, équité, diversité, inclusion, ce n'est que le début du chemin. Quels sont, selon toi, les prochains défis à relever pour aller au-delà de ces politiques qui sont si contestées? Ben, en fait le problème de l'EDI, alors je sais que je le dis régulièrement puis que ça fait sursauter, l'EDI n'est pas inclusif, en fait. Ah non? Non, l'EDI n'est pas inclusif. Moi, je vais vous redonner la définition de l'inclusion. D'accord. Alors, la définition de l'inclusion, je vous la donne. Le concept d'inclusion affirme la place de plein droit de toute personne dans la société, quelles que soient ses caractéristiques, c'est-à-dire sans distinction d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'âge, etc. Alors, si on la reprend, ça veut dire qu'en fait, dans une société inclusive, chaque personne a sa place de plein droit. Et donc, le point d'entrée pour une politique inclusive ne sont pas les caractéristiques. En revanche, là où l'EDI a toute son importance, c'est que c'est le début du cheminement vers l'inclusion. Donc, on va le décrypter ensemble. Et EDI, équité, diversité, inclusion. Équité, on pose un socle d'équité pour tout le monde. Ensuite, diversité. Dans diversité, ce qu'on met quoi, en fait, en règle générale, c'est tous les espaces de discrimination, tous les espaces d'exclusion, toutes les communautés discriminées, et on va vers l'inclusion. Mais comme l'inclusion, c'est justement faire en sorte que chaque personne a sa place de plein droit, quelles que soient les caractéristiques, on peut donc dire que l'EDI n'est pas inclusive. Mais là où l'EDI a son importance, c'est que quand on commence une démarche d'inclusion, on doit d'abord rétablir le champ de force. Mmh. Donc il faut identifier les espaces d'exclusion. C'est hyper important, et c'est pour ça qu'on fait de l'EDI. Et puis aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que l'EDI est traité en finalité versus un moyen. L'EDI, c'est un moyen. Donc on part d'identifier les espaces d'exclusion, de rétablir le champ de force, mais ça exclut toutes les autres personnes. Mmh. Donc l'EDI, oui, en début, en tant que moyen et pas finalité, mais il faut aussi qu'il y ait un autre arrimage qui se mette en place. On ne peut pas faire que l'EDI. Si on ne fait que de l'EDI, on exclut plein de gens, donc on repart sur la discrimination positive, mais on exclut une partie des gens, donc on n'est pas inclusif. Et ça crée donc des mécontentements. Tu insistes sur le fait que l'inclusion donc, doit concerner tout le monde, sans exclusion, y compris ceux en position de pouvoir. Ben, comment convaincre les dirigeants que l'inclusion, c'est un enjeu collectif et non pas une contrainte? Aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, on parle d'EDI en fait. Et moi, ce que j'ai fait, je ne comprenais pas pourquoi, quand on parlait d'inclusion, on parlait d'EDI. Donc, j'ai fait une formation. Et en fait, quand vous regardez, il y a plein de formations en EDI. Mmh. Okay, il y a aussi plein de personnes qui ont été nommées en EDI, mais pas en inclusion. Donc, les personnes en position de pouvoir, elles ont essayé pendant 3, 4, 5, 6 ans de se dire, bon, on va faire des efforts. Elles voient qu'au final, il n'y a pas de changement. Parce qu'en fait, en n'appliquant que de l'EDI, en ne faisant que ça, on exclut une partie des gens. C'est eux qui sont en situation de pouvoir. Attention, on les exclut de l'équation. Mmh. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on met les gens sous tutelle. Vous voyez?
Quand on vous met sous tutelle, vous ne vous sentez jamais légitime. Je vous répète, le concept d'inclusion affirme la place de plein droit de toute personne. Ça veut dire que ces personnes-là ne se sentent pas légitimes, elles ne prennent pas leur place en fait, parce qu'elles sont toujours dans la case diversité, et les personnes en situation de pouvoir ne leur font pas de place en fait. Donc c'est pour ça que, oui, l'EDI, mais il faut aussi qu'on mette en place une structure qui va vers l'inclusion. La semaine dernière, je recevais quelqu'un ici qui parlait d'EDI puis qui disait quand même il y a des résultats de ces politiques-là. Il parlait de 42 %, si je ne me trompe pas, de meilleure productivité au travail grâce à ces politiques-là. Il y a quand même des bons côtés. Il y a quand même des bons côtés, mais il y aura toujours des personnes pour vous dire « Ah oui, ça ne sert à rien ». Il y aura toujours... Non, mais il y a toujours... En fait, le problème, c'est que ça exclut quand même une partie des gens. Oui. Et les gens que ça exclut, c'est effectivement l'homme caucasien en situation de pouvoir ou des personnes qui sont très, très standards, très normées. Et ces gens-là, se sentant exclus, vont toujours aller combattre. Alors que si ces personnes, quand on fait l'inclusion, on part du principe que chaque personne a sa place, quelles que soient ses caractéristiques. Donc, on ne pourra plus remettre en cause une personne du fait de son orientation sexuelle, de son identité de genre. Mais ça veut dire qu'il y a comme un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que la personne en position de pouvoir va se rendre compte qu'en fait, la personne, même en situation de handicap, elle a les mêmes droits qu'elle, en fait. C'est pas évident à faire. Et puis, la personne qui a une orientation sexuelle différente va se dire, mais en fait, j'ai les mêmes droits. Mais comment on fait si à chaque fois, on nous met dans une case EDI et qu'on est toujours sous tutelle sur le bien vouloir de quelqu'un ? Oui. J'aimerais t'amener sur quelque chose que tu mentionnes beaucoup dans ce que tu écris, parce qu'on a fait un petit peu de recherche. Tu parles beaucoup de l'espoir chez les jeunes. Ah oui. Alors moi, ce que j'ai remarqué, parce que moi, ça fait quelques années, en fait, moi, je suis partie de l'interculturel, parce que moi, je suis immigrante, donc il a fallu quand même, il y a eu comme un clash culturel, il a fallu que je me mette à niveau, donc je suis partie de l'interculturel. Ensuite, j'ai été vers l'inclusion, puis là, je me dirige vers l'inclusion, vers la durabilité sociale, sociétale, parce que c'est quelque chose de très, très global. Je me suis rendu compte que les jeunes, ils ne sont pas du tout comme nous, parce que nous, on n'a pas été élevés de façon inclusive, très clairement. Mais quand vous regardez les sociétés, par exemple, qui ont été créées il y a à peu près 10-15 ans, eh ben déjà, il y a le mouvement vegan. Alors, le mouvement vegan, c'est des personnes qui mettent le bien collectif au cœur de leur business et le respect du vivant. Eh bien, automatiquement, ces gens-là que je fréquente, ils sont inclusifs, en fait. Vous vous rendez compte ? Oui. Voilà. Donc, toutes les entreprises qui ont été créées, tous les milléniaux, là, les fameux milléniaux là, qui ont entre 30 et 45 ans, eux, ils ont construit leur business avec déjà une posture inclusive. Une posture qui va aller tant vers le bien collectif versus individualiste. Et tous ces gens-là, moi j'en connais plusieurs, eh bien ils sont inclusifs, ils sont ouverts, ils pensent à la planète, ils pensent aux autres. Et c'est beaucoup plus difficile pour des entreprises qui sont déjà installées en fait. Là, je vais me faire l'avocat du diable, si tu me permets. J'ai lu ce week-end un sondage auprès des jeunes Britanniques, m'ont dit que ça se répercute pas mal partout de la génération Z. On parle des 13 à 27 ans qui, en fait, la moitié d'entre eux semblent favoriser un leader politique autoritaire, dirigeant fort, qui pourrait contourner le Parlement et les élections. En fait, c'est un sondage qui a été produit par Kraft pour le Channel 4. Est-ce que les jeunes sont vraiment aussi ouverts qu'on le croit? En fait, il y a deux catégories de jeunes. Là, je te parlais des millennials. Les milléniaux, oui. On s'est rendu compte que la génération Z, celle d'après, effectivement, elle a tendance à être des fois même masculiniste, plus sexiste, etc. Mais je pense qu'ils naissent dans une société qui est très divisée, très polarisée. Ce qui n'était pas le cas des millennials. On a vraiment du travail à faire, hein? Ben oui, puis les jeunes, eux, ils sont jeunes. Ils vont aller vers, entre guillemets, les signes extérieurs de power, en fait. Les influenceurs. C'est ça. Ouais. Ils ne se rendent pas compte de la profondeur des choix ou de leur posture. Ils sont jeunes encore. Et donc, je pense qu'il est important pour nous, là, même pour nous de ma génération, de pouvoir poser les bases de cette nouvelle société. Parce qu'ils arrivent dans une société qui a complètement explosé depuis 2020. On est à l'aube d'un gros changement économique, social, sociétal, etc. Et ils arrivent sur une société polarisée, donc forcément, ils choisissent leur camp. Ils n'ont plus l'habitude d'échanger, les jeunes. Ils écoutent les influenceurs, ils vont à droite, à gauche. Agnès Solide, mon Dieu, je pourrais vous écouter longtemps. Je pourrais t'écouter longtemps. On va certainement devoir te réinviter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Actualité. La montée de la haine anti-trans et anti-queer n'est pas limitée en Occident, donc pas en Amérique du Nord seulement ou en Europe, mais c'est partout sur la planète, dont le continent africain. Là-bas, le discours haineux a infiltré même les gouvernements. On parle depuis quelques années de l'Ouganda, du Kenya, entre autres, où des lois très sévères ont été adoptées. On parle d'emprisonnement, voire même de peine de mort dans certains endroits. Et pour discuter de tout ça, je rejoins à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Carlos Edibouo, qui est défenseur de la liberté, de l'équité et de l'inclusion, DEI, des droits de la personne, du VIH, SIDA et de la santé sexuelle. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Carlos. Bonjour, Denis Martin. Peux-tu nous donner un espèce de portrait de la situation? Je sais que le continent africain, c'est grand, il y a beaucoup de pays, mais en général, qu'est-ce qu'on peut dire? Commençons, est-ce qu'il y a des endroits où ça va bien? La Côte d'Ivoire, ça va bien? Vu la situation ou l'évolution des choses ces dernières années, le qualificatif bien devient questionnable, d'accord. Problématique. Problématique, oui, OK. Dans le sens où, pendant longtemps, la Côte d'Ivoire était perçue comme un oasis de paix et d'amour de façon générale, et plus spécifiquement pour les personnes issues des communautés queer, dans le sens où, quand on regardait dans la sous-région et même au niveau de l'Afrique de façon générale, il y avait cette paix, cette expression d'amour, vraiment cette authenticité dans l'accueil et dans l'hospitalité qui était assez particulier en Côte d'Ivoire. Du coup, quand il y avait des crises dans les pays de la sous-région et même voire dans d'autres pays d'Afrique francophone, c'est ici que les leaders venaient chercher refuge. Ceci étant dit, on ne s'était jamais soucié du fait qu'on se retrouverait un jour avec une crise qui créerait une psychose, une anxiété et qui nous permettrait de nous questionner vraiment sur cette question d'oasis de paix. Et donc, pour faire de la longue histoire courte, donc vers la fin du mois d'août de cette année, il a commencé à avoir comme une prolifération de messages haineux et de vidéos incitant à la haine contre les personnes issues des communautés LGBT. Faut dire que ça a commencé par un fait banal. Vraiment là, un fait banal, entre autres, c'était vraiment lié au fait qu'il y a une personne quelque peu influente dans la communauté, donc qui reçoit chez elle, qui héberge chez elle et qui prend en charge des adolescents. Et puis, il se trouve que une autre personne de la communauté qui entretient des relations avec l'une des personnes adolescentes, donc va se faire épingler et puis ça va créer une sorte de conflit. Et des personnes qui vivent dans le même quartier que ces gens-là, donc vont aller sur les réseaux sociaux et puis vont dire qu'elles sont témoins de ce qui se passe en ce moment et que cette personne qui héberge ces adolescents-là ne fait pas que juste les prendre en charge, mais plutôt a des rapports sexuels avec les adolescents. Donc, il y a une question de pédophilie qui est associée là-dedans. Mais sauf que la question de pédophilie va rester en stand-by. Parce que, étant donné que la personne en question qui héberge ces adolescents chez elle est connue là comme une personne appartenant aux communautés queer, et donc tout de suite, et puis qui est aussi efféminée, et donc tout de suite, il va avoir les gens qui ont lancé cette campagne anti-Woubi, donc anti-queer, donc vont cibler dans un premier temps les hommes gays qui sont très efféminés, et puis par la suite, les personnes trans, surtout les femmes trans, et après, la crise va s'élargir comme à toute la communauté queer. Et donc, principalement... Oui, je t'interromps, mais il y a quand même d'autres groupes qui sont derrière ça, qui appuient et qui mettent de l'avant ces gens-là, puis on peut les nommer. Il y a des groupes religieux là, qui viennent des États-Unis qui sont derrière ça. Oui, mais ça, on le saura beaucoup plus tard. On le saura beaucoup plus tard quand on était avancé dans la crise. Mais n'empêche qu'il y avait des prémices. Il y avait des prémices dans le sens où cette année, il y a quand même eu une conférence
internationale sur la famille. Et puis la conférence était organisée par l'Église mormone en partenariat avec le ministère de la Famille en Côte d'Ivoire. Et les Mormons, c'est une église américaine, oui. Voilà. Et ce qu'on a connu, c'est que dans les autres pays, que ce soit de la sous-région ou en Afrique de façon générale, comme ça a été le cas avec l'Ouganda, quand cette conférence est organisée, il s'ensuit vraiment une criminalisation des relations entre personnes de même sexe dans le pays en question. Donc, pour nous, ce n'était pas anodin. On s'est dit que, s'il y a une telle conférence, il faut qu'on soit sur nos gardes. Sauf que on n'avait pas l'expérience de mobilisation. Comment il fallait nous préparer, des choses comme ça. Donc, bref, de fil en aiguille, la conférence était censée être tenue au mois de mars. Et quand ils ont appris que il y avait des groupes féministes, il y avait aussi la communauté queer qui est en train de se préparer. Donc, ils ont brouillé les pistes en reportant la conférence au mois de mai, disons fin juin. Et donc, finalement, la conférence a lieu. Sauf que, une fois encore, dans l'élan de brouiller les pistes, rien sur les questions LGBT n'est mentionné dans la conférence. Alors là, rien du tout. Donc, nous, on se dit, OK, c'est une conférence sur la famille de façon générale, mais sauf que, en analysant les faits, on s'est rendu compte que quand il parle de famille, évidemment, le sens de la famille ici n'est pas élargi et qui ne prend pas en compte les personnes, les couples de relations entre personnes de même sexe. Donc, la famille à laquelle il faisait allusion était la famille restreinte, disons, vraiment hétéronormative. Et ça vraiment, comme ça nous a éveillés. Qui est derrière ces mouvements-là? D'où est-ce qu'ils sortent leur financement? Parce qu'ils ont quand même de gros financements. Oui, on parle de 54 millions depuis 2007, là, oui. Exactement. Et donc, là, on a découvert qu'effectivement, il y avait des leaders religieux, il y avait des leaders communautaires. Et puis, évidemment, c'était beaucoup plus organisé par ces évangéliques aux États-Unis. Et puis, évidemment, l'Église mormone. Je vous souhaite un bon succès, Carlos, avec tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. Dans la deuxième partie de notre émission, notre balado aujourd'hui, on va justement parler d'une série de balados documentaires sur la purge LGBT, la honte du Canada. Vous allez voir que c'est très intéressant, cette série-là, qui nous raconte un peu comment s'est produite comment s'est produit ce drame pour nos communautés. Et puis, la saison de la grippe, le rhume, la COVID, la gastro, comment ça nous affecte, nous, les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et enfin, on va oser l'amour lesbien. Pourquoi pas, après la Saint-Valentin, c'est le temps de parler d'amour. Sérieusement, un livre très intéressant à lire tout de suite après la pause. Lève avec Denis Martin Chabot. Je peux pas croire qu'on peut me congédier pour ça. J'avais 18 ans, j'avais peur. Le Premier ministre du Canada était dans le coup depuis le début. C'est lui qui a autorisé l'interrogatoire. Ça a duré jusqu'à les petites heures de la nuit. On a eu des participants qui nous ont raconté des hommes, par exemple, être découverts avec un autre homme et avoir un fusil contre la tête. La purge LGBT, la honte du Canada. Je suis retournée au baraque, j'étais traumatisée, là, carrément. Traumatisée au point que j'ai fait peur à tout le monde. Là. J'ai dit, hey, ils sont après nous. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce de la série de balado-diffusion documentaire La Purge LGBT, la honte du Canada. En 8 parties, cette série révèle un siècle d'histoire cachée. Sean Dern est journaliste et producteur. C'est lui qui a fait préparer cette série-là. Bienvenue à l'émission, Sean. Bonjour. Merci d'avoir m'invité. Écoute, il s'agit de la version française de ta série que tu as fait en anglais. Alors, d'abord, qu'est-ce que tu racontes dans cette série de balado? Dans la série, je rencontre l'histoire qui a commencé comme dans la Première Guerre mondiale. C'était une guerre pas juste contre, qui est passée en Europe, c'était une guerre qui a commencé contre les queers et ça explique comment c'était les circonstances et comment ça a été pour les soldats qui, par exemple, qui étaient mis en prison juste pour être trouvés avec un autre homme.
jusqu'à la jour présente, ça termine en fait au mois de mai 2024 où c'était comment t'appelles ça en français? C'était le groundbreaking. C'était oui, c'était le point tournant. L'inauguration oui. de travaux. Oui. Et dans chaque épisode, dans la série, ça donne une perspective de toutes les décennies qui se passaient. Oui. Fait que là, on commence dans la Première Guerre mondiale. Ça donne aussi un peu d'informations de la Deuxième Guerre. Ça nous donne l'information sur Ross Hamilton, qui était un vedette de drague, si on peut croire ça. On en avait parlé ici à l'émission, toi et moi, oui. C'est ça. Et en fait, ça donne tous les détails sur, comme par exemple, la trieuse à fruits qui se passait dans les années 60, The Fruit Machine, comme on dit en anglais. Ouais. Et toutes les histoires qui sont là-dedans sont prises directement de mes recherches dans tous les documents nouvellement déclassifiés. Et tout ça, c'est les documents fédéraux, ça vient de la fonction publique, ça vient de l'armée, la GRC, etc. Et ça c'est comme un oignon, ça enlève des... Ah oui, t'enlèves une pelure, puis il y en a une autre, puis il y en a un autre, ou les poupées russes aussi. C'est ça, oui. Et les affaires que j'ai trouvées, là, c'est vraiment effrayant. Écoute, j'ai eu le temps d'écouter les 8 épisodes. Alors, je t'avoue que j'ai des... Oui, j'avais écouté quelques épisodes en anglais avant de faire la première entrevue, mais cette fois-ci, j'ai vraiment pris le temps d'écouter. Et je t'avoue que j'étais surpris. C'est des choses qu'on ne savait pas. Et ça, c'est des documents qui ont été rendus publics, qui ont été déclassifiés, comme tu dis. Oui. On parle de milliers de pages, mais c'est pas tous les documents. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. C'est ça. Fait que là, cette année, en 2025, il y a un autre à peu près 15 000 documents qui vont sortir le gouvernement fédéral. C'est grâce à des batailles qui étaient faites par le Fonds Purge LGBT à Ottawa et aussi avec l'ancien député Stephen Robinson qui est responsable de tout le processus des documents. Mais imagine, même après que le gouvernement de Trudeau s'excusait pour tout ce qui s'est passé dans le passé, ça prenait des menaces d'aller en cours, ils sont maintenant dans leur quatrième, si je me souviens, leur quatrième entente au sujet des documents. Et c'est une grande, grande bataille. Ils sont obligés d'utiliser le processus d'accès à l'information que tout le monde qui est connu comme brisé. Et c'est un grand défi pour eux. Mais de toute façon, on va savoir. Mais même avec les documents que j'ai eus, ça donne Ça donne vraiment une idée là, parce que c'était une période très sombre de notre histoire. Mais au-delà des documents, moi, je t'avoue là, qu'il y a des moments où ça me pincé le cœur, des témoignages absolument émouvants. On en a entendu en début d'entrevue. On entend entre autres Martine Roy. Et Martine Roy, qui est une personne forte, mais je t'avoue là, on le voit qu'elle craque par moments. Là. Oui. C'est tellement difficile pour elle, là, comme son histoire. J'espère que tout le monde qui écoute va prendre le temps d'aller écouter l'épisode numéro 5, au moins. C'est l'épisode des années 80. L'histoire de Martine Roy est vraiment quelque chose de choquant. Et il y a plusieurs, même celui de Diane Pitre aussi. Oui, aussi. Mais c'est intéressant. Martine, une femme de Montréal, est vraiment, vraiment fière d'être une des personnes qui a commencé la grande bataille juridique contre le gouvernement. Et c'est intéressant que les excuses du gouvernement du Canada, ça vient vraiment, vraiment des efforts d'une femme de Montréal et aussi des personnes du Québec. Et c'est ça. Je trouve qu'elle est super. J'adore Martine. J'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui fait beaucoup dans nos communautés. Comment t'as financé, parce que, bon, produire des émissions et des balados-diffusions, ça coûte cher. Comment tu as financé ça? Parce que tu travailles tout seul, tu n'as pas une infrastructure comme Canal M derrière toi, là. Non, j'ai juste moi. C'est une recherche qui a duré plus que 2 ans. C'est financé en partie par le Fonds Purge LGBT à Ottawa. Et c'est vraiment un projet c'était un coup de cœur, je crois. Oui, un coup de cœur, oui. Et c'était vraiment quelque chose qui venait de mon cœur aussi. Je suis un ancien fonctionnaire et même quand j'étais à Ottawa, j'étais surpris de connaître des détails de la purge. Et maintenant, là, c'est comme un cadeau que je peux donner dans les 2 langues à mes anciens collègues et juste des gens queer qui peuvent écouter ça et juste savoir à quel niveau
le niveau d'homophobie qui existait à l'époque. C'était vraiment épouvantable. Moi, j'avoue aussi que j'aime beaucoup quand tu te présentes dans ces balados que tu dis « Je suis un journaliste anglophone » et puis... mais de toute façon, on va se le dire, ton petit accent, on l'adore. Ça passe très bien, je peux te le dire. Là. OK, good. Parce que j'étais vraiment gêné de lancer ça au public. C'est la première fois que je travaille dans ma deuxième langue là, et c'était un grand défi pour moi, mais je suis très fier de... Puis on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, mais je sais que tu as utilisé l'intelligence artificielle pour faire certaines traductions d'entrevues. Ça aussi, c'est intéressant comme processus. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait donner des résultats. Rappelons rapidement, là, la purge LGBT, qu'est-ce que c'est là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'était une période étatique homophobique. Le gouvernement a fait des chasses aux sorcières contre les personnes gays et lesbiennes dans la fonction publique, l'armée, etc. Ça a duré jusqu'aux années 90 et même après un petit peu parce que... Ça a brisé des vies, là. Ça a brisé des personnes, cette histoire. Ça a brisé des vies. Une chose que je veux soulever aussi, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui restent. Et il y a beaucoup de survivantes qui sont toujours avec nous, mais grâce à le sida et les gens qui sont suicidés, il n'y a pas grand monde sur le côté d'hommes pour expliquer l'histoire. Bon, donc, la purge, il y avait un montant d'argent qui a été donné et puis ce fonds-là t'a aidé à financer en partie ton travail. Pour écouter la série de balados, on la trouve où? Tu peux le trouver à lgbtpurge.ca et juste clique sur français. Et ça va être là, en haut à gauche. Ah, Chandern, c'était vraiment le fun de te recevoir à nouveau. Malheureusement, on a dû faire l'entrevue à distance avec le temps qu'il fait aujourd'hui. Oui, il y a une tonne de neige autour de chez nous. Là, fait que... Ah non, c'est l'enfer glacial. Merci beaucoup encore. On va trouver une autre chance. Bye-bye. Allez, au revoir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé. Oui, la grippe frappe fort cette saison au pays. Au Québec seulement, les cas d'influenza semblent avoir atteint un sommet inégalé depuis les 10 dernières années dans la province. On parle de 4600 cas seulement que la semaine dernière. Je pense que c'était mardi qui donnait les chiffres. Gengis Grenier, notre infirmier préféré, est là. Salut Gengis! Salut Denis Martin, ça va? Oui, ça va. Ben écoute, Gengis, tu le sais, parce que tu as été mon infirmier à la clinique. J'ai eu un gros rhinovirus en début d'année. Ça s'est transformé en laryngite. Puis une coupe incontrôlable. J'ai dû utiliser une pompe pour arriver à prendre le dessus là-dessus. Et une gastro il y a 2 semaines. Coudonc, ça va mal, hein? C'est des virus qui sont dérangeants en pleine période hivernale. Il fait plus froid, notre système immunitaire est un peu plus à découvert. C'est des périodes qui peuvent être un peu plus difficiles pour l'ensemble des populations qui vivent en Amérique du Nord, en effet. Oui, puis plus on est vieux, plus on est susceptible d'avoir des maladies, c'est ça? Mais non, mais il faut le dire, là, quand on vieillit, notre système immunitaire est moins bon, là, c'est clair. Ça peut être difficile pour les 65 ans et plus, mais ça peut être aussi plus difficile chez nos nouveau-nés, chez nos bambins. Là, on l'entend souvent avec les parents qui ont des enfants en CPE, en garderie. Ils sont toujours ils sont toujours infectés par le virus là, du moment aussi. Chez les plus jeunes et chez les personnes plus âgées, là, en effet. Parlons des virus en présence. Là. Il y en a quelques-uns quand même, là, l'influenza, entre autres. Oui, en fait, il y a le para-influenza, le virus syncytial, les rhinovirus, influenza type A, type B, les coronavirus. Qui est relativement récent avec les grands laboratoires au Québec en ce moment, c'est que les tests pour les détections de virus respiratoires sont rendus complets et regroupés. Donc, un test nasopharyngé permet de détecter parmi l'ensemble de tous les virus là, qui peuvent circuler. On peut s'afficher au test du laboratoire pour déterminer quel type de virus a infecté notre patient, puis le patient, il peut savoir à ce quoi il fait face. C'est que nos techniques de laboratoire permettent d'identifier les virus plus facilement que ça l'était avant. Là. Bon. Maintenant, on a dit qu'en hiver, c'est toujours un peu plus difficile. Mis à part le fait que, oui, on doit se tenir au chaud puis ça sollicite notre système immunitaire, le fait aussi qu'on est un peu plus grégaire. Hein, on est dans des endroits fermés puis c'est vraiment plus propice à la propagation des virus. En étant dans des endroits fermés, oui. Puis, tu sais, je pense aussi au fait qu'on oublie rapidement les petites mesures de base. L'autre jour, j'étais dans le métro, je voyais
un être humain là, toussé là, sur tout le monde, là, à grande gorge déployée, toussé dans votre chandail, toussé dans votre pli de coude, désinfectez-vous les mains, portez un masque lorsque vous êtes symptomatique. Quand je pense à notre communauté, les milieux de rencontres 18 ans et plus, sauna, etc., il n'y a rien qui empêche les gens de se désinfecter la bouche au Listerine. De se laver les mains. De se laver les mains, de se désinfecter aussi la bouche au Listerine. Ouais. Dans le fond, le Listerine, ça tue 99,9% des germes. C'est pas juste pour avoir une haleine fraîche, là, c'est surtout aussi pour tuer les micro-organismes qui pourraient s'y loger. On néglige souvent le sinus-rince. Le sinus-rince, on pense toujours l'utiliser quand on a le nez bouché, qu'on a des sécrétions ou des rhinorrhées. Mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en prévention, matin et soir, pour... si on a un virus qui nous rentre dans les narines puis qu'il veut... qui veut faire sa place, s'infecter, si on se fait un bon sinus-rince au bon moment, puis qu'on le déloge, ça peut prévenir une infection, là. Oui, oui. Ben justement, tu mentionnais Gengis pour nos communautés. C'est sûr que, on a toujours tendance, on peut parler des hommes surtout, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer aux femmes. Tu sais, les bars, les gens se rencontrent dans les bars. Puis chez les hommes, il y a les saunas. C'est sûr que c'est un endroit plus restreint, puis ça aide la propagation de virus. Oui, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de prévention, parce que là, on n'est plus là en état d'urgence sanitaire. Avec la COVID, oui. Oui, là, on est comme plus dans le monde d'avant qu'on essaie de reproduire après. C'est sûr que quelqu'un qui est consciencieux, peu importe si c'est la grippe, le parainfluenza, le rhume, la COVID, il y a toujours des périodes d'incubation, soit qu'on est contagieux un peu avant les symptômes ou un peu après. Il y en a qui ne se soucieront pas des autres. C'est sûr que quand on prend le risque de sortir dans un bar, dans un sauna, dans un club échangiste, au cinéma ou au restaurant, on prend le risque qu'on va côtoyer des gens qui sont porteurs, qui sont probablement contagieux sans le savoir ou peut-être qu'ils le savent. Donc, moi, pendant l'hiver, quand je suis dans mon bureau, ça arrive des fois que j'offre le masque et que je désinfecte moi-même les mains des patients, sachant que c'est comme un peu notre plus grosse période où les virus circulent. Je pense que ça va aussi sur la bonne volonté individuelle. Tu sais, si je vais au restaurant puis que j'entends quelqu'un tousser à grande gorge déployée sur tout le monde, je pourrais y passer le commentaire aussi. Tu sais, comme tous dans ton petit coude, là. Ouais. Tous dans ton chandail. Tu portes un petit masque, je sais pas, là. Mais c'est ça. C'est de prendre ça fait partie des choses des risques qu'on doit prendre quand on vit en communauté. Tu sais, sinon, les gens viennent souvent nous voir parce qu'ils pensent que les antibiotiques, les probiotiques, les antibiotiques surtout les antibiotiques vont tout régler. Quand que les guidelines de traitements médicaux en sont pas, c'est pas parce que ça fait 2 jours que tu tousses que le médecin va te prescrire des antibiotiques. La plupart de ces infections-là sont d'origine virale. Mm-hmm. Donc, il faut avoir une bonne connaissance des médicaments qui sont en vente libre pour traiter et prévenir les symptômes dus à ces infections-là. Là. Oui. Moi, je dis toujours... en fait, je vais reprendre ce que la docteure m'a dit quand j'ai consulté. Je dis, comment ça se fait que j'ai toujours des problèmes avec ma gorge, mes cordes vocales? J'ai carrément perdu la voix en début d'année. Puis elle me dit, c'est comme les chirurgiens, ils sont toujours sensibles des mains. Ceux qui travaillent avec leur voix, ils sont sensibles des cordes vocales. C'est vrai, ça? Peut-être, je pourrais pas le confirmer. Moi, je peux te dire que de toute ma vie, ça a toujours été un problème, la gorge, puis perdre la voix à chaque fois que j'ai été malade, c'est toujours ça. Là, on a parlé de consulter un médecin. Quand est-ce qu'on doit consulter un médecin? Par expérience, il y a des médecins qui sont tellement tannés de se faire consulter. Les gens viennent nous voir, là, ils sont à 24 heures de symptômes. Ils n'ont même pas essayé de Tylenol, pas de sinus-rince, pas de Bénilin, rhume-sinus, pas de Tylenol, grippe et sinus. Ils n'ont rien essayé. Les patients ne consultent pas leur pharmacien pour les médicaments en vente libre. Il y a des médecins qui sont tellement exaspérés de devoir soigner des cas non urgents de façon précipitée qui vont quand même prescrire les antibiotiques parce que les patients arrivent dans l'idée de se faire prescrire ça et deviennent terriblement agressifs s'ils ne se font pas prescrire les antibiotiques. Fait que d'emblée, il y a des médecins qui vont le prescrire pour avoir la sainte paix, mais quand on regarde les guidelines médicaux, quand ils traitent avec des antibiotiques, ça doit correspondre soit à une pneumonie, une bronchite bactérienne. Fait qu'on parle de plusieurs semaines. Mm-hmm.
où ce que l'infection persisterait avec un tableau des symptômes d'infection bactérienne. Ceci dit, quand on regarde, mettons, une pneumonie ou une bronchite occasionnée par les bactéries, on sait que la Mycoplasma pneumonia, la Chlamydia pneumonia, puis la bactérie de la coqueluche qui est circulant un petit peu sur le territoire peut donner des pneumonies. Il faut absolument traiter avec des antibiotiques. Là où est-ce que c'est un bon indicateur, même si ça fait pas plusieurs semaines qu'une personne est malade, si tu fais de la fièvre, puis que la fièvre ne descend pas avec des Tylenol, puis que la fièvre persiste un bon 2 jours, puis qu'il y a une déshydratation qui peut s'installer, un affaiblissement de la fatigue, puis que l'état peut commencer à se détériorer, là, il faut consulter. C'est sûr que quand on a de la fièvre qui s'installe, que ça ne passe pas avec des antipyrétiques, de la réhydratation, c'est un moment où il faut aller consulter, que ce soit bactérien ou viral. Mais il ne faut pas s'attendre d'emblée à recevoir des antibiotiques. La clé des traitements sont pas mal tous en vente libre. Oui. Dans la médecine naturelle, il y a aussi la bonne vieille gorgée de miel. Le miel qui est un milieu complètement aseptique. Le miel est une substance dans laquelle aucun micro-organisme ne peut se multiplier. C'est sûr que quand le miel passe dans le fond de la gorge, ça peut ramasser tous les micro-organismes qui sont installés. Bon. Ben, écoute, Gengis, avec ces bons conseils, merci beaucoup. Puis on va faire attention à se protéger pour ne pas attraper d'autres. Ben, okay. Toujours consulter le 811 si jamais il y a quoi que ce soit là, avant d'aller consulter. Ils sont toujours de bons conseils. Ben, merci beaucoup, Gengis. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Oser l'amour lesbien, défi et délices, faut-il encore de l'audace de nos jours pour être lesbienne? Oui, répondent 12 lesbiennes qui s'expriment dans le livre qui s'appelle donc Oser l'amour lesbien, qui a été lancé le 14 février, la Saint-Valentin, pourquoi pas. Pour en discuter, je reçois Dominique Bourque, qui est responsable des éditions Sans Fin, qui vient de publier ce livre. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, comme c'est notre première entrevue, j'ai toujours l'idée de demander aux gens quels pronoms et quels accords on utilise avec toi. Ah, le pronom habituel me convient très bien, il n'y a pas de problème. Le féminin te va très bien, d'accord. Absolument, oui. Bon, alors, c'est un livre que j'ai lu ce week-end. Pourquoi avoir choisi le titre « Oser l'amour lesbien » ? Pensez-vous qu'il faut encore du courage pour être lesbienne aujourd'hui? Et si oui, en quoi? Oui, alors c'est un constat que j'ai fait au fur et à mesure de mes recherches en général, en lisant les historiennes, en lisant des documents liés au droit, des œuvres littéraires. Je me suis retrouvée à constater que dans l'histoire, depuis le début, les lesbiennes étaient la cible de plusieurs attaques, préjugés. On considérait qu'elles étaient problématiques pour les familles, pour les sociétés, qu'elles prenaient trop de place, étaient trop indépendantes, avaient une vie qui n'offrait pas un bon modèle pour les autres. Et donc, dès l'Antiquité, avec Sappho, qu'on a voulu réduire à une dimension, c'est-à-dire à la sexualité, on voit qu'on est dans un processus de déshumanisation, de réduction de notre personne complexe à une seule dimension. Et dès ce moment-là, on voit qu'il y a un écart, en tout cas pendant l'Antiquité, entre le traitement des hommes et des femmes, et puis ensuite avec la religion chrétienne, il y aura progressivement un enfermement des femmes dans des rôles très spécifique, le modèle étant la Vierge, c'est très difficile d'y correspondre. Et donc, les femmes sont amenées à devoir suivre les préceptes et vivre des vies où elles ne peuvent pas facilement s'épanouir, c'est-à-dire dans le cadre de la domesticité, où elles ne peuvent pas montrer qu'elles ont toutes sortes de capacités, mais sont restreintes à leur rôle de mère ou d'épouse. Et donc, ça a pesé lourd, si bien qu'on a effacé les lesbiennes, les effaçant, on a empêché les gens d'avoir une perception positive des lesbiennes. Ouais. Il y a une méconnaissance qui s'est installée qui a nui réellement à leur possibilité de se développer, de s'épanouir socialement.
Ce livre contient des témoignages qui viennent de différentes générations et différentes cultures. Quelles différences et quelles similitudes on peut observer là, dans les expériences de ces femmes de différentes générations et cultures? Écoutez, le constat que j'ai fait, et ça répond à votre question précédente sur la question du titre, hein, Oui. pourquoi le titre, pourquoi oser? Parce que donc, c'est difficile, et pour surmonter cette difficulté-là, il faut certaines qualités et un contexte aussi. On ne peut pas nier, il faut de l'amour, il faut du soutien, sinon de la famille, d'un entourage quelconque. Alors, en fait, on voit que ces femmes-là sont courageuses. Elles sont courageuses parce qu'elles acceptent de se confronter à une image d'elles qui existe dans la société qui est à leur détriment. Donc, du courage, de la détermination, de l'audace, parce qu'elles osent faire des choses qu'on interdit par ailleurs souvent aux femmes, qu'elles ont une certaine indépendance d'esprit et qu'elles veulent se respecter et se font confiance, ce qui est un ensemble de critères que toutes ne possèdent pas. Hein. Certaines possèdent plus d'indépendance, d'autres plus de courage, d'autres plus d'audace, mais finalement, on voit que ces qualités-là reviennent. Pour ce qui est des différences, eh bien, elles sont associées à leur milieu, elles sont associées à leur génération, elles sont associées à la culture à laquelle elles appartiennent. Elles sont donc dépendantes de la manière dont on voit les femmes, la manière dont on voit les lesbiennes, la manière dont on considère que les femmes peuvent vivre leur sexualité aussi. Hein. Donc, il y a cette dimension-là qui intervient. Ce que je remarque, c'est plus les femmes sont dans un milieu ouvert où plusieurs discours sont à leur portée, plus c'est facile pour elles. Mais plus elles sont dans un milieu où il n'y a qu'un seul discours, par exemple un seul discours religieux, un seul discours moral, là, c'est très compliqué et ce qu'elles vont devoir faire, c'est souvent se déplacer. Passer de leur campagne, par exemple, à la ville la plus proche et souvent même à la métropole. Et dans certains cas, elles vont même devoir s'exiler, partir de leur pays au détriment de leur santé. Il y en a une, par exemple, dans le livre qui affronte le désert du Sahara, qui est donc le Mali, pour se rendre en Algérie où elle espère avoir une meilleure vie, se retrouve dans d'autres problèmes comme le racisme. Elle est confrontée au racisme et finit par éventuellement être orientée vers le Haut Commissariat des Nations Unies qui va lui permettre éventuellement de pouvoir devenir une réfugiée et arriver au Canada et pouvoir refaire sa vie. Donc parfois des gros défis qu'elle relève. Il nous reste beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même... moi, j'ai lu ce livre et en le lisant, j'avais parfois l'impression, mon Dieu, est-ce si subversif que ça d'être lesbienne? J'ai l'impression que oui, que c'est subversif. Oui, moi aussi, j'arrive un peu à ce constat-là, puisqu'il y a tant de barrières, puisqu'on refuse d'en parler, il faut tellement se battre pour exister encore aujourd'hui. Il faut dire que les lesbiennes, elles n'ont pas, si vous voulez, tellement insisté sur leur visibilité. Ce qui leur importait le plus, c'était de se retrouver l'une l'autre et elles étaient méfiantes de la visibilité à cause des conséquences que pouvait avoir cette visibilité sur leur vie. En fait, elles souhaitent simplement pouvoir s'épanouir. Oui. Elles ne souhaitent pas plus que ça, vivre leur vie, être considérées comme des êtres humains à part entière pouvant faire ce qu'elles souhaitent faire. Et c'est ça qui est leur principal cheval de bataille. J'ai ajouté quand même que vous avez aussi une entrevue avec Diane Obonsawin. Je suis un fan, j'avoue, qui est une réalisatrice, une BDiste. Et c'est important pour vous d'avoir sa présence dans le livre?
Ah, c'est essentiel, c'est essentiel. Diane Obom-Sawin a fait un travail fabuleux pour justement aussi démystifier, amener de l'humour, amener de la joie. Et c'est l'autre dimension du livre. On insiste dans ce livre-là sur les côtés positifs, les bonheurs qui sont associés au lesbianisme. Et Diane Obom-Sawin a vraiment contribué à nous rappeler à quel point c'est essentiel de pouvoir rire, de pouvoir s'amuser et voilà, de souligner les bons côtés de ce choix de vie. Alors rapidement, comment on peut se procurer ce livre? Donc je répète le titre, Oser l'amour lesbien, défis et délices. Comment on peut se procurer le livre? Il est disponible à Le Guélion, donc c'est très facile, à la librairie de Montréal qui s'appelle Le Guélion, qui est sur la rue Baudry, mais pour les gens qui vivent à l'extérieur de Montréal, vous pouvez contacter cette librairie et on se fera un plaisir de vous répondre. Et on vous envoyer ça aussi par la poste. Merci beaucoup infiniment, Dominique Bourque, pour cette entrevue. Ce fut un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. À la prochaine. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 105, en ce 17 février 2025. N'hésitez pas de communiquer avec nous, donc comme on l'a dit, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Merci à l'équipe de recherche, Gaudéric Trobe et Marie Massé. Merci à l'équipe de Canal M, Maurice Bolduc à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, et Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.